Alors, je m'appelle Michel Bérubé, je suis président de l'Association des familles Bérubé depuis 2012. Aujourd'hui, on va reviser un diaporama qui a été préparé pour la dernière assemblée des Bérubé en 2024, septembre 2024, et qui parle beaucoup sur les Bérubé du Moyen Âge. Ça peut étonner parce que les gens considèrent qu'il y a peu de choses à trouver sur les familles ordinaires, je veux dire les gens qui ne sont pas des aristocrates, avant l'apparition des registres de naissance et de mariage, ou du moins avant qu'ils soient devenus obligatoires. Puis là, on parle d'autour de 1540. Ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve beaucoup de traces des Bérubé. Puis en suivant le patronyme et avec un aperçu du profil socio-économique de ceux qui le portent, on se rend compte qu'ils appartenaient à une catégorie bien spéciale de gens, et c'est un peu ça qu'on traite dans la présentation. Donc, le premier sujet, c'est vraiment ça. Comment se fait-il qu'on a autant d'informations sur les Bérubé du Moyen Âge? Sur le site des familles Bérubé, vous pouvez consulter la saga des Bérubé depuis 900 ans, qui donne un aperçu des nombreuses personnes qu'on a retracées. Et puis, ceux qui consultent à la Bibliothèque des sociétés de généalogie, on a une revue qui sort à toutes les saisons et qui apporte souvent un éclairage un petit peu plus nouveau sur chacun des personnages dont on retrace les racines. Alors, dans la présentation, la deuxième page permet d'illustrer que le nom Bérubé n'est pas stable. Déjà, au 17e siècle, il pouvait s'écrire de plusieurs façons dans le cas de l'ancêtre et de ses enfants. Il y a des gens qui sont agacés du fait qu'on n'écrit pas toujours le nom Bérubé, B-E, accent aigu, R-U-B-E, accent aigu. Mais le nom Bérubé écrit comme ça, c'est vraiment une francisation d'un nom qui, quand on recule dans le temps, se prononçait d'une façon complètement différente. En 2005, il y a deux personnes, un généalogiste du nom d'Alfred Bérubé puis un universitaire du nom de Georges-Louis Bérubé, qui ont publié en Normandie. Puis là, c'est ce qu'on voit à la troisième diapo, une liste d'exemples de l'utilisation du nom en Angleterre au Moyen Âge. Et on voit qu'il y a une très grande variété. Comment est-ce que c'est possible d'écrire Bérubé avec des I, Biribi, avec des O, Borobi, avec des A, Barabé? Je veux dire, il y a une grande variété. À l'acétate 4, à la page 4, on l'explique par la naissance progressive de la langue anglaise. Les gens ne le réalisent pas toujours, mais la langue anglaise est d'apparition récente. Et elle continue d'évoluer. Au Moyen Âge, les gens écrivaient en latin dans les documents officiels, et les dirigeants en Angleterre et en Écosse se parlaient en français normand, qu'on surnomme souvent l'anglo-normand, qui est un dialecte du français. Donc la langue anglaise n'existait pas. Il y avait beaucoup de dialectes germaniques selon les régions et des dialectes scandinaves, puisque les Danois et les Suédois avaient pris pied en Angleterre au 8e et 9e siècle. Alors, ça fait un résultat un peu spécial. Si on prend le son E, E, c'est un son simple, mais pour lequel il n'y a pas de lettre correspondante en anglais ou en français, comme c'est le cas dans les langues scandinaves. Alors, au Danemark, il y a un O traversé d'une barre qui représente le son E. En Angleterre, vous l'avez dans le mot third, dans le mot bird, mais c'est écrit avec un I. Dans le mot word, dans le mot word, c'est écrit avec un O. Dans le mot fur, c'est écrit avec un U. Dans le mot heard, c'est écrit avec un E. Donc, à peu près toutes les voyelles sont utilisées pour illustrer le son E. Ça explique un peu pourquoi, à travers les régions où les Bérubé ont été présents en Angleterre, le nom a pu varier selon les époques, surtout comme nom de lieu. Il est plus stable comme nom de personne, puis ça va avec les explications que je vais vous donner.
À la page 5, vous avez une carte du cœur de l'Angleterre sur laquelle il y a 3 zones en jaune. Au nord-est, la zone la plus au nord, ça peut paraître plus petit sur la feuille, c'est l'endroit où j'ai trouvé les premières traces de Bérubé qui m'ont intrigué. Jean de Bérubé ou John de Bérubé, John Bérubé, est signataire d'une pétition circa 1320, autour de 1320, avec lequel il apparaît avec des gens qui ont des noms qu'on peut rattacher aux barons d'Angleterre. Ce ne sont pas les barons, mais ce sont des gens qui appartiennent à des familles importantes, des seigneurs, des dirigeants d'institutions religieuses qui possédaient des propriétés très vastes. Alors, quand j'ai trouvé la trace de ce Jean Bérubé autour de 1320, je me suis demandé vraiment qu'est-ce qu'il faisait là. C'était la première fois que je trouvais un Bérubé ordinaire. On parle d'un Bérubé qui est censé être ordinaire, mais qui apparaît avec une classe de gens qu'on peut rattacher quasiment à l'aristocratie. J'ai fouillé ça un petit peu plus, et à un moment donné, je trouvais un document qui datait de 1298, qui parlait des Arees de Bérubé, c'est en latin. En réalité, ce document-là disait que les héritiers de Bérubé détenaient des propriétés importantes dans le nord-est de l'Angleterre, dans une région qu'on appelle Cleveland. Cleveland, c'est un nom de ville aux États-Unis, mais dans le nord de l'Angleterre, c'est un nom de région. Et sur une carte géographique plus récente, de quelques siècles plus jeunes, j'ai trouvé des endroits qui s'appelaient Burrowby, Low Burrowby, Burrowby Grange, une route qui traverse la région pour aller jusque sur le bord de la mer à Stake qui s'appelle Burrowby Lane, et des vallons tout autour qui s'appelaient Burrowby Vale. Bon, le Burrowby, dans ce cas-là, il s'est stabilisé en B-O-R-R-O-W-B-Y. Mais on peut très bien, en fait, je suis convaincu que c'était une façon, dans cette région-là, d'écrire le nom Burrowby en donnant un son E au O qu'on a utilisé. Un petit peu plus à l'ouest, près de Leeds, il y a un William de Bérubé, Lord of Lacingcross, ou sieur de Lacingcroft, qui a fondé la plus vieille mine de charbon du Yorkshire en 1262, si je ne me trompe pas. C'est une région où le charbon était très important. D'ailleurs, il y a un musée des mines de charbon à Leeds. Et ce monsieur-là a hérité du titre de Lacingcroft, qui était probablement le titre d'un chevalier, son beau-père, qui était Lord of Lacingcross et Shippen. William a marié Alice de Walcott en 1240, on a quand même des informations, et sans pouvoir remonter toute sa généalogie, on a des traces de cette famille-là jusqu'en 1420, donc sur 150 ans. Autre fait intéressant, il y a une généalogie récente qui est parue du roi Charles III, qui indique que ce William de Bérubé de Lacingcroft fait partie des arrière, en fait le 19e arrière-grand-père de William, tout comme il est un ancêtre de Churchill, il est un ancêtre de Dave Cameron, un ancien premier ministre qui est né baron. Il est un ancêtre d'un président américain aussi des années 1820. Alors, c'est certain que quand on monte sur 20 générations, on a des centaines de milliers de personnes. Puis si on redescend à partir de William sur 20 générations, on a des centaines de milliers de descendants. Ça peut paraître artificiel. Le point important, c'est que ça nous montre la connexion qui existait entre ces gens-là, les Bérubé du Yorkshire, et l'aristocratie. Le troisième point est plus au centre de l'Angleterre, ce qu'on appelle les Midlands, dans le comté de Northampton. Il y a là un manoir qui s'appelait le Manor of Bérubé. Bon, manoir en Angleterre, dans ce temps-là, c'est un domaine. Il n'y a pas nécessairement une grande maison de style château, mais c'est un endroit qui a été reconnu par Guillaume le Conquérant à un dénommé païen de Bergeby en 1086 dans le Domesday Book. Donc les racines sont très, très anciennes
Et tout autour de cette région-là, on va retrouver des bérubés à travers le temps. Ce qui est intéressant aussi, puis ça je l'ai trouvé plus tard, c'est que le Manor of Berube, à chaque fois, parce qu'il s'appelait Berube au départ, mais c'est devenu Berube, à chaque fois qu'il changeait de main, en même temps, il y avait un autre manor, un autre domaine qui suivait, qui était le Manor of Eston. Et lui, le Manor of Eston, il se situe tout à fait au nord, là où j'ai identifié mon premier point jaune. Alors, ça montre comment il est possible que ces familles-là aient été reliées. Et il y a une explication à ça, c'est qu'à l'époque, William le Conquérant ne voulait pas que des barons soient trop puissants, alors il leur donnait des fiefs isolés, éloignés les uns des autres. Et ces barons-là, ces tenants en chef, pouvaient nommer un chevalier ou un écuyer à la tête d'un domaine ou d'une terre, et donc séparer des familles qui se retrouvaient aux quatre coins de l'Angleterre. Par exemple, il y a Adam de Berube qui était inscrit à la Guilde marchande de Dublin en 1263. Il y a un Hugues Berube qui participe à la construction du château de Beaumarais, devenu Beaumaris Castle sur l'île d'Anglesey en 1337. Donc, il y a vraiment des gens qu'on peut retracer à droite et à gauche. Il y a des traces du nom un peu partout en Scandinavie, comme les exemples que je donne à la page 6. Et il y a des endroits, j'ai même à la page 7, j'en donne un exemple, un endroit qui s'appelle Bergeby, qui est situé tout au nord de la Norvège, en fait juste au nord de la frontière de la Finlande et juste à l'ouest de la frontière de la Russie, ce qui est une indication que les gens du nord étaient présents dans le nord extrême, très au nord, dans les régions polaires. D'ailleurs, Mourmansk, c'est la déformation du nom Nourmansk, qui veut dire normand. Donc, il y avait des gens du nord qui étaient déjà présents dans cette ville qui est la plus froide de la planète. À la page 8, je reviens en arrière pour montrer que, bon, on a quand même, avec l'apparition des registres, des traces, des bérubés autour de Rouen, surtout à Limézy, dès 1542 dans le cas de Lille. Mais ce n'est pas la trace la plus ancienne des bérubés qu'on retrouve, parce qu'en 1540, au début des registres, il y a une Sibella, fille de Richard Berube, B-E-R-U-B-E, qui a été baptisée. Et ensuite, il y a des mariages et d'autres naissances dans la même région, proche de Leeds. Bon, à la page 9, je fais référence au fait qu'il y a plusieurs gens Berube. On n'a pas de Jean. Notre ancêtre s'appelait Damien, son fils aîné s'est appelé Pierre. Il n'y a pas beaucoup de gens Bérubé dans notre généalogie, mais au départ, il y en a eu plusieurs, puis il y en a notamment en Angleterre, les noms de Jean et de William ou Guillaume étaient les prénoms les plus courants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut identifier un Jean Bérubé comme étant possiblement le frère de Robert Bérubé, qui est le grand-père de notre ancêtre Damien. Et ce Jean, d'après une information qu'on a eue récemment, était propriétaire d'une carrière à Limézy. Donc, dans la famille de Robert ou de Damien, on retrouve, et Damien lui-même est identifié à un moment donné comme maçon et tailleur de pierre. On retrouve des maîtres maçons, on retrouve des gens qui travaillent la pierre, et on trouve des gens qui ont un statut social, probablement parce qu'il fallait avoir une certaine richesse pour posséder une carrière. Et ça pourrait expliquer la suite des choses, parce qu'il y a un Gaspard Berube, qui est le fils ou le petit-fils de ce Jean-là de Limézy, qui s'est installé par la suite à Marat, en banlieue de Rouen, et sa descendance est devenue riche. Ils ont eu plusieurs moulins à papier. À un moment donné, jusqu'à il y a 20 ans, il y avait même un cimetière privé, clôturé, muré, avec des caveaux importants au nom de familles. D'Émile Bérubé, la famille de Jules Bérubé, la famille de Nicolas Bérubé. Et apparemment, ce qu'on découvre maintenant,
c'est que ces Bérubés-là, qui sont pratiquement éteints en Normandie, ils ont eu beaucoup de descendants par les filles, mais pas eu beaucoup de mâles. Alors, ces Bérubés-là sont parents avec les descendants de Damien en Amérique, qui comptent pour plus de 20 000 personnes, dont probablement 8 000 en dehors du Québec. Bon, il y a des actes au 16e siècle, page 10, qui montrent que le nom est encore présent en Angleterre. Je fais une petite parenthèse dans cette page-là pour indiquer, on peut se demander pourquoi le nom est devenu Berube, B-E-R-U-B-E. Je pense qu'il se prononçait encore Berube. Si on se fie aux exemples des villes comme Coventry et Daventry, qui s'écrivent avec un Y à la fin, tout comme le nom Crosby s'écrit avec un Y. Alors, à la page 10, on nous montre que des villes qui autrefois s'appelaient Daventry ou Coventry avec un Y, comme de nos jours d'ailleurs, à l'époque où le nom Berube ou Berube a commencé à s'écrire avec un E à la fin, ben Daventry et Coventry s'écrivaient aussi avec un E à la fin. Alors, je reprends à la page 11 quelques exemples des traces significatives en Angleterre, comme celle de William Berube, Lord of Lassingcroft. Isabella, ça c'est intéressant, il y a un personnage qui a été nommé supérieur du prieuré d'Artington en 1312. C'est une des seules traces qu'on a, une seule des connaissances de l'existence de ce prieuré-là. Et c'est pas loin de Leeds. Alors, le fait qu'une jeune femme, qui par ailleurs a été rejetée par l'évêque ensuite, mais quand même a été élue par ses condisciples à la tête du prieuré, c'est peut-être une indication justement qu'elle provenait d'une famille importante. Il y a d'ailleurs des écrits qui disent, quand vous trouvez des curés ou des supérieurs d'institutions religieuses qui portent votre nom de famille, soyez assurés qu'il y avait un lien quelque part avec un chevalier ou avec quelqu'un d'important à cette époque-là. Vous ne trouvez pas la trace nécessairement du chevalier, mais vous pouvez retrouver la trace de son frère ou de son fils. Et effectivement, il y a beaucoup de Berube qui ont été à la tête d'institutions religieuses, à la tête de paroisses, recteurs, et certains qui ont porté des titres aussi dans le monde de la justice, procureur, coroner, notaire. Et puis là, on parle du 13e siècle, du 14e siècle, ce qui est assez étonnant. Tout ça pour dire qu'avec ces traces-là, puis il y en a d'autres à la page 12, moi, j'en suis venu à la conclusion que les Berube, sans être des descendants de barons, appartenaient à une catégorie très particulière de gens, c'est-à-dire la minorité francophone qui vivait en Angleterre, qu'on identifiait comme des Anglo-Normands, qui étaient en réalité des possédants. Après Guillaume de Conquérant, les Normands ont pris possession de l'Angleterre et ont affirmé leur autorité, notamment en bâtissant des châteaux pour se protéger de la population, parce que les Saxons avaient été dépossédés complètement. Et ils ont bâti des églises et de grandes cathédrales aussi pour impressionner les petits Anglais, faire en sorte qu'ils se disciplinent et qu'ils respectent la minorité. C'est un peu, quand on parle de l'occupation de la France par les Allemands, les Normands et autres Français, parce qu'il y avait aussi là-dedans des Gascons, des Bretons, des gens de l'Anjou, du Poitou, un peu comme les ancêtres du Québec. Ces gens-là devaient se protéger et affirmer leur autorité pour demeurer en possession des biens qu'ils avaient accaparés. Tout ça a duré jusqu'en 1399, sous l'empire des Plantagenets, que je reprends à la page 13. Bon, comment ça, en bref, comment s'est créé l'empire Plantagenet? Vous avez Guillaume le Conquérant, qui devient duc de Normandie, qui devient roi d'Angleterre en 1066. À sa mort, son fils hérite, après ça, son petit-fils, et son arrière-petit-fils meurt dans la Manche lors d'une traversée. Alors, le seul héritier qui reste, c'est la sœur de celui-là, qui s'appelle Mathilde. Et Mathilde a marié un comte d'Anjou, Étienne, c'est ça, Mathilde a marié le comte d'Anjou,
Et la couronne a été reprise par Stephen Ier, qui est Étienne de Blois, qui est en réalité un cousin de Mathilde. Mathilde n'a jamais accepté l'autorité d'Étienne, ou Stephen Ier, et ça a déclenché une guerre civile, une guerre dynastique qui a duré plusieurs années en Angleterre. Si vous lisez le premier roman historique de William Follett, qui était très populaire il y a quelques années, c'est un peu beaucoup l'histoire de cette période-là. Et à la fin, après s'être épuisé, après beaucoup de morts, de combattants, morts au combat, Étienne a réalisé que son fils n'avait pas les capacités pour reprendre le rôle de roi à sa mort. Et il a conclu avec Mathilde un arrangement à l'effet que Henri II, qui semblait être pas mal plus équipé pour régner, Henri II Plantagenet, prendrait sa place quand il mourrait. Donc Henri II, jeune, est devenu roi d'Angleterre. Bon, ce qui se passe ensuite, puis qui est à l'origine d'un véritable empire, c'est que la reine de France, Éléonore d'Aquitaine, déjà mariée avec Louis VII, elle tombe en amour avec ce Henri d'Angleterre, jeune et beau prince, et elle s'organise pour faire annuler son mariage avec le roi de France par le pape. Et peut-être un peu plus ratoureuse qu'Henri VIII, qui n'a jamais réussi à faire annuler ses mariages, mais Éléonore devient reine d'Angleterre, épouse Henri II, mère de Richard Cœur de Lion, mère de Jean sans Père, donc une femme célèbre qui a amené tout l'ouest de la France sous la responsabilité des rois d'Angleterre. À page 14, vous avez déjà une illustration de ce qu'était l'Empire des Plantagenets, qui comprenait tout le sud-est de l'Irlande, l'Angleterre, le sud du Pays de Galles et tout l'ouest de la France, d'où viennent la grande majorité des ancêtres québécois. Donc, les Québécois ont été sous la coupe des rois d'Angleterre jusqu'en 1400, ce qu'on ignore généralement. La période 1400-1500, qu'on associe à la Renaissance, c'est une période charnière pour tous ceux qui étaient proches des Plantagenets. Ils vont perdre leurs privilèges. Il va y avoir des luttes qui vont mener, entre autres, à la guerre des Roses, à des conflits dynastiques, et ils vont devoir se réorganiser. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des déplacements de pouvoir. Par exemple, les Basques, qui étaient très présents dans le nord de la France, avaient ce qu'ils appelaient un consulat, un lieu de rencontre à Bruges, d'où ils faisaient du commerce avec les Anglais. Ça va se déplacer vers Anvers, et Anvers va devenir la capitale du commerce en Europe. En 1506, on retrouve un Jean de Berrobie qui signe un reçu pour le transport de marchandises entre Séville, qui est quand même au sud de l'Espagne, et les Pays-Bas. D'une part, on envoie du blé en Espagne et on ramène de l'huile d'olive dans le nord. Et Jean de Berrobie est identifié comme un habitant du Pays basque. Là encore, au début, je me disais qu'il n'y avait sûrement pas de lien, mais quand on regarde la carte, quand on revient à la carte qui apparaît à la page 14, on voit que le royaume des Plantagenets se terminait au Pays basque français avec une petite encoche là, qui déborde sur le Pays basque espagnol. Par la suite, on trouve d'autres de Berrobie à Anvers, dont Martin, qui est présent en 1553, dans une liste de marchands méridionaux. Sauf que Berrobie, ça n'a rien à voir avec les noms. Il y a une cinquantaine de noms sur la liste, mais c'est des noms comme Gomez, Pérez, des noms comme Martinez, Castro, des noms qui pour nous sont clairement espagnols, ce qui n'est pas le cas du nom Berrobie. Par la suite, il y a des traces d'entrée de navires à Bristol, qui est un port, la baie de Bristol est au sud-ouest de l'Angleterre. Il y a des entrées de capitaine John Berrobie en 1545 et de Martins
probablement le même qui est allé à Anvers, et de Michael. Donc, j'ai pensé longtemps que ces gens-là étaient devenus des marchands aventuriers. Parce qu'à l'époque, bon, il y a eu, avec la fin du régime des Plantagenets, il y a eu aussi une transformation majeure de l'économie en Angleterre. Il y avait, jusque-là, les Anglais vendaient de la laine, surtout à Anvers puis aux Pays-Bas, qui était transformée en drap, en vêtements par les Européens. À un moment donné, il a commencé à y avoir une industrialisation en Angleterre. Et comme il y avait des taxes que les nouveaux marchands n'appréciaient pas, ils sont allés s'installer à l'étranger pour pouvoir faire leur commerce avec des connaissances en Angleterre. On les appelle les marchands aventuriers parce qu'ils partaient vraiment à l'aventure, s'établir ailleurs. Alors, de toute évidence, il y a des Burrabee qui probablement ont été en communication avec les Basques à Anvers, qui ont abouti à la fin du 15e siècle au Pays basque espagnol, plus précisément dans la baie de Pasaia, où il y avait le port de Errenteria, qui faisait systématiquement affaire avec Bristol. Et ces Burrabee-là, d'après les chroniqueurs espagnols, sont moins des marchands que des transporteurs. C'est vraiment des transporteurs. Il y avait des contrats normalement avec les marchands de La Rochelle et de Bordeaux pour transporter, par exemple, du vin en Angleterre ou en Irlande. Ils transportaient du fer aussi en Irlande et en Angleterre. Autre fait marquant, c'est qu'il y a la chasse à la baleine qui va se développer dans le golfe Saint-Laurent à cette époque-là. Et les Basques, on connaît l'île aux Basques en face de Trois-Pistoles, le port aux Basques à Terre-Neuve. Les Basques vont fréquenter très tôt, avant même que la Nouvelle-France soit une colonie, vont fréquenter le golfe Saint-Laurent. Et en 1571, on retrouve un Burrabee, un capitaine Burrabee qui s'appelle John également, que sa femme déclare parti pour Terre-Neuve et lors d'un procès n'est pas encore de retour en 1572. Preuve que ces Burrabee-là, non seulement étaient des transporteurs de fer ou de vin, mais aussi transportaient certainement des barils d'huile de baleine. Promenant du golfe Saint-Laurent vers l'Angleterre. C'était une marchandise très précieuse. On n'avait pas de pétrole dans le temps pour chauffer puis faire éclairer les lampes. Alors, c'était une matière première très importante. Alors ça, c'est un exemple, c'est assez surprenant, mais c'est un exemple qui explique comment les Burrabee se sont éparpillés progressivement dans différentes directions. On trouve des transporteurs de nos jours, des camions Burrabee aux Pays-Bas. Est-ce qu'il y a un lien? Il y a des Burrabee, B-E-R-B-E, qui ont immigré aux États-Unis. Tout comme il y a des Burrabee qui écrivent, des Burrabee qui écrivent Burrabee, B-U-R-B-E, aux États-Unis. Il y a eu des capitaines Burrabee beaucoup à Saint-Malo. Il y a eu un marchand à Saint-Malo, en fait un fournisseur de la marine, qui a été anobli sous Louis XIV. Et il y a dans la foulée de ces développements-là plusieurs Burrabee qui sont des capitaines, dont un va venir dans le Saint-Laurent sur un bateau basque, paradoxalement. Alors c'est ça, il y a eu un éparpillement. Et même j'ai trouvé des traces de Burrabee, en fait de Russes qui ont émigré aux États-Unis puis en Australie vers 1900, dans des familles dans lesquelles il y avait un enfant dont le prénom était Burrabee, écrit B-E-R-U-B-E. Là, on peut faire un lien avec les Huguenots, les protestants, qui sont allés s'établir en Prusse orientale, puis qui ont pu se retrouver dans les limites de la Russie plus tard. Alors, c'est comme ça que l'ADN se répand. C'est assez surprenant des fois. À l'acétate, ou à la page 17, je parle de Harfleur, de Calais et de Anvers, comme possiblement des étapes qui ont mené à l'arrivée des Burrabee dans la région de Rouen.
Bon, la guerre des Roses prend fin en 1485, puis c'est aussi une période durant laquelle il y a beaucoup de Basques et de marchands d'Anvers qui ont émigré à Rouen ou dans sa région. Il faut savoir que la guerre de 100 ans a pris fin en 1453 et que la Normandie, la Haute-Normandie, est à peu près aussi dévastée qu'une région qui avait subi une bombe atomique. Donc, il y avait de la terre à occuper et il y a beaucoup d'Espagnols et de Basques qui sont arrivés là. Des fois, ils ont changé leur nom. Un Sevilla ou de Sevilla a pu devenir banquier, par exemple, dans la région, sous le nom de Jean Civil ou Pierre Civil. Alors, on ne reconnaît pas toujours l'origine espagnole. Moi, je soupçonne que les Levesques ou Levesques ou Levêques du Québec, qui viennent de la même région que notre ancêtre Bérubé, peuvent aussi porter un nom qui signifie qu'ils ont des origines basques, ou du moins un surnom qui renvoie au monde basque. Ça aurait du sens compte tenu du déplacement des Basques établis depuis longtemps dans le nord, à Bruges et à Anvers, et qui ont décidé de bouger vers la France, notamment aussi avec l'apparition des conflits religieux. On est à la veille des guerres de religion. Les Bérubé, par ailleurs, d'Angleterre, étaient proches d'une famille bretonne qui était proche des Plantagenets. C'est écrit Zouche, ils prononçaient les Zouch. Il y a eu des barons Zouch de père en fils. Mais il y a aussi des William Zouch qui ont été lieutenants de Calais pendant tout le 14e siècle. Et ces gens-là étaient des pro-Plantagenets, et pendant la guerre des Deux Roses, c'était des pro-York. C'est ça, ils appuyaient la lignée des gens du Yorkshire, qui a été défaite en 1485 par les Lancastres. Puis ensuite, on a l'apparition des Tudors qui va suivre. Alors, les Ouch, ils étaient un peu mal pris. Ils ont fui vers la Bourgogne, probablement vers Anvers. Et s'il y avait des Bérubé qui étaient dans leur foulée, il y a des fortes chances qu'ils aient suivi, puis que ce soit comme ça que des Bérubé aient abouti à Rouen, où ils se sont installés pour développer, entre autres, la culture du lait et développer l'industrie de la laine. J'ai retrouvé dernièrement, je fais référence à la page 18, le testament d'un John Burbé, que je soupçonnais être un Bérubé depuis longtemps, mais je n'avais pas l'information. Avec son testament de 1464, ça m'a convaincu, effectivement, parce qu'il fait entre autres un don à la chapelle de Daventry, où les Bérubés sont très présents à côté du village de Bérubé. C'est un marchand. Ce qui est intéressant dans son testament, c'est qu'on se rend compte qu'il vient en aide à des gens qui sont descendants de la gentry, des gentlemen, des gens qui sont descendants de la classe possédante, avec des racines aristocratiques. Alors, il y a un auteur qui s'est beaucoup étonné de la présence, la référence à des gens de la gentry dans le testament de John Burbé. Et l'explication qu'on peut avancer, c'est que John Burbé, contrairement aux autres marchands qui étaient mal vus de la gentry, je veux dire, les aristocrates avaient comment je dirais ça, imposant une espèce de ségrégation aux marchands qui s'occupaient d'argent, ce qui était vulgaire. Eux autres étaient habitués de bénéficier des bénéfices, des avantages de leur proximité avec la monarchie puis les classes dirigeantes. Ces gens-là ont été vraiment mis à terre par la chute des Plantagenets. Et John Burbé semble être un individu qui s'est retourné de bord pour se lancer dans le commerce, devenir riche et, à son décès, venir en aide à des gens qui, normalement, auraient levé le nez sur lui. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que John Burbé peut être, par exemple, un parent de Jean de Berreby, qu'on retrouve aussi à Anvers en 1506? Parce que John Burbé, il faisait affaire à Anvers, qui était vraiment le lieu
C'était pas la capitale, mais c'était la place d'affaires principale des marchands aventuriers. Alors, on peut se demander si John Bérubé a un lien avec Jean de Bérubé. Il y a un autre John Bérubé qu'on retrouve à Coventry à 1519, dont on a aussi le testament. Lui, c'est un stapler, c'est-à-dire qu'il se rattachait davantage à Calais. Mais c'est quelqu'un, dans son testament, il demande à sa femme d'être son exécuteur, son exécutrice testamentaire, mais il confère le suivi du testament à un certain Richard Marler, que les historiens de l'époque considèrent comme un des hommes les plus riches d'Angleterre, un ancien maire de Coventry. Fait que là encore, on est avec un marchand, mais qui semble se rattacher à des possédants. Alors, tout ça, quand je vous dis, on peut suivre la trace des Bérubé par le nom, mais aussi par le profil socio-économique. On semble être en face des descendants d'une minorité d'anglo-normands qui ont toujours tiré leur épingle du jeu et qui ont réussi à, peut-être pas devenir riches, mais à préserver leurs intérêts économiques plus que d'autres, même lors de la transition du 15e siècle. Et quand on trouve un Jean Bérubé qui possède une terre, une carrière à Limousin, quand on trouve son descendant Gaspard, qui est un riche, en fait, qui est le père de riches industriels à Maromme, on a vraiment une classe de gens qui, après avoir été liés à des intérêts aristocratiques, a réussi à survivre dans le monde marchand ou dans la bourgeoisie. Bon. Est-ce que la généalogie génétique, est-ce que l'ADN Y nous aide là-dedans? Plus ou moins, parce que les Bérubé appartiennent à une sous-catégorie où il y a très peu de gens. On semble avoir un lien de parenté surtout avec des Tatum, des Horton et des Proctor, qui sont toujours des noms qui reviennent, qui eux aussi ont comme pas de lien de parenté beaucoup avec les autres Britanniques. Il y a quelques traces en dehors de l'Angleterre, comme un Nilsson. Le plus proche parent génétiquement avec nous, c'est un Suédois qui s'appelle Carl Graham. Bon, en guise de conclusion, je pense que on a surtout constaté que les Bérubé, c'est pas un titre de noblesse, mais se sont tranquillement ont évolué vers la bourgeoisie au fur et à mesure que l'économie générait la naissance d'une bourgeoisie. En Normandie, ils sont impliqués beaucoup dans l'industrie du drap, qui est une industrie qui s'était déplacée justement de Anvers vers Rouen autour de 1500. Ils sont impliqués beaucoup dans le commerce maritime. On le voit avec les Bérubé de la baie de Pattaya au Pays Basque, mais aussi avec les Bérubé de Bretagne, de Saint-Malo et de Brest, qu'on retrouve jusqu'en Inde, en Afrique, à Madagascar, en Amérique. C'est plus tard au 18e siècle, mais ils ont bougé beaucoup. Et dans la lignée des Bérubé d'Amérique, on peut parler de l'exploitation de la pierre. On a eu des maçons, des maîtres maçons. Puis là, ce qu'on a appris dernièrement, c'est que tout ça est probablement lié au fait qu'il y a des Bérubé qui possédaient une carrière. Par ailleurs, dans le Yorkshire, on a parlé des mines de charbon à un moment donné, mais dans la partie est du Yorkshire, on puisait beaucoup dans cette région-là la pierre qui servait à construire les châteaux, les maisons. Il y a eu beaucoup de Bérubé dans ce coin-là qui écrivaient plutôt B-U-R-B-E, disons au 16e, 17e siècle. Est-ce que c'est possible que nos Bérubé aient des racines dans cette région-là, compte tenu de leur intérêt pour l'industrie de la pierre? En tout cas, on ne le sait pas. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir. C'est pour ça que je reviens. Si vous voulez vous abonner à l'association, au fur et à mesure qu'on fait des nouveaux pas, que ce soit avec la généalogie génétique ou la découverte de nouveaux documents, on développe une meilleure compréhension de qui on est. Pour ce qui est de l'éparpillement des Bérubé,
qui sont passés, comme on l'a vu, des îles britanniques à l'Europe, mais pas seulement à Rouen, ou en Bretagne, ou en Espagne, mais aussi sûrement aux Pays-Bas. Ça se compare un peu avec ce qui s'est passé en Amérique. On oublie que les Bérubés, souvent habitants du bas du fleuve, de la Gaspésie, sont partis pour les États-Unis en même temps. Ce sont tous des descendants de Damien. Ils ne sont pas tous partis en même temps, ils ne sont pas tous partis dans la même direction. Donc, un Bérubé qu'on retrouve à Détroit, un Bérubé qu'on retrouve à Détroit ou au Wisconsin, ou même plus loin à l'ouest, un Bérubé qu'on trouve au Connecticut, ou Massachusetts, ou dans le Maine, n'importe où en Nouvelle-Angleterre, ou parfois en Caroline, ou dans d'autres États, comme au Texas. Ces Bérubés-là peuvent tous descendre de Damien, il y en a probablement quelque chose comme 7-8 000 aux États-Unis, qui n'écrivent pas tous leur nom B-E-R-U-B-E. Il y en a beaucoup de Burbé, Burby et autres variantes. Mais ces gens-là, tout en ayant une origine commune, se sont éparpillés pour différentes raisons dans différentes directions. Et c'est peut-être ce qui s'est passé aussi avec les Bérubés d'Angleterre. Ils sont allés dans différentes directions. Et le nom a évolué des fois, un peu comme les noms de lieux, le nom a évolué beaucoup. Mais ceux qui sont le plus proches de l'orthographe Berubi, Berobi, avec BY ou BE à la fin, semblent tous se rattacher à une classe économiquement privilégiée qui a survécu à la fin de l'Empire des Plantagenets et qui a su se réadapter à l'économie nouvelle apparue à la Renaissance. Donc, on n'est pas né pour un petit pain, mais je pense qu'on peut rendre hommage à nos ancêtres qui se sont battus. Mais il y en a qui ont échoué, il y en a qui ont fait des prisons. Je passe vite sur le fait qu'il y a eu des accusations contre certains, peut-être à cause du contexte politique. Je pense à un Bérubé, entre autres, qui était accusé d'avoir volé un cheval. Mais le cheval qu'il avait volé, c'était un peu comme... il n'avait pas volé n'importe quoi, il avait volé un cheval de race, de très grande valeur. Où il l'avait emprunté, on ne sait pas trop. Peut-être un jeune. Donc, il y avait quand même des goûts de luxe. Alors, c'est ça. On a laissé nos traces derrière nous, plus qu'on aurait pu le soupçonner. Et c'est un petit peu intéressant de ramasser tout ça de nos jours. Alors, merci de votre intérêt.